Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le réseau synchronisé de l'Office de radio et télévision du Mali pour cet entretien spécial avec le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, nommé à ce poste par décret présidentiel en date du 21 août dernier. Le Premier ministre par intérim qui dès lors s'est mis à la tâche au moment où les défis sont plutôt nombreux, réformes politiques et institutionnelles avec en ligne de mire la tenue des élections et du chronogramme de la transition, situation sécuritaire, hausse des prix des denrées de première nécessité, pour ne citer que cela. Près de 3 semaines après son entrée en fonction, le chef du gouvernement par intérim a bien voulu nous recevoir ici à la primature pour évoquer les défis du moment et la marche de la transition. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien spécial. Alors pour commencer, vous avez souhaité avoir un mot introductif. À vous pour l'introduction. Parfait, merci infiniment. Je souhaite la bienvenue ici à l'ensemble des membres du gouvernement, bien entendu à mes collaborateurs de la primature. Dans mes propos liminaires, je voudrais très humblement exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, il y a un peu plus de 2 semaines, qui m'a confié la charge d'assurer l'intérim de son Excellence le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, qui est empêché en ce moment. J'en suis très conscient. Servir son pays à ce niveau de responsabilité est une grande marque de confiance et je demeure convaincu également qu'il s'agit d'un privilège et d'un honneur. Également, assurer l'intérim d'un homme engagé, déterminé, dévoué, combatif pour la refondation du Mali et doté d'une expérience politique avérée comme le docteur Choguel Kokala Maïga n'est pas une sinécure. Mais je ne doute pas que grâce à l'accompagnement de mes collègues membres du gouvernement, de nos collaborateurs qui sont dans les différents départements ministériels, de l'ensemble du peuple malien et avant tout de l'accompagnement du Dieu le Tout-Puissant, je pense que nous réussirons à relever les objectifs qui nous ont été assignés. Je voudrais également saisir cette occasion pour souhaiter un prompt rétablissement du fond du cœur au docteur Choguel Kokala Maïga et souhaiter également son retour rapide parmi nous, à la tête de l'exécutif, pour conduire cette transition. Avant de répondre à vos questions, je voudrais ici rappeler et rassurer notre opinion que la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental demeure la seule boussole du gouvernement, en particulier durant cette période d'intérim. Donc en fait, les objectifs ne changeront pas. Pour plus de précision, nous avons un plan d'action gouvernemental qui a été présenté par le Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, devant le Conseil national de transition, validé par notre organe législatif. À titre de rappel, ce plan d'action gouvernemental a été élaboré à partir de la lettre de cadrage de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Et ce PAG comporte, à titre de rappel toujours, 4 axes, à savoir le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Dedans, nous avons 9 objectifs, 64 actions et 108 indicateurs. En tout cas, jusqu'à présent, je voudrais encore une fois rassurer notre opinion que notre volonté dans la mise en œuvre de ce PAG demeure intacte et nous le ferons de manière très acharnée, bien entendu avec beaucoup de conviction. Voilà un peu ce que je voulais dire dans mes propos liminaires. Merci, Monsieur le Premier ministre. On a donc compris que votre action s'inscrit dans la continuité. Votre arrivée à la primature a été saluée par beaucoup d'acteurs politiques qui louent notamment votre sens du dialogue et vos qualités de rassembleur. Rassembler les Maliens, on le sait, ce n'est pas la tâche la plus facile par les temps qui courent. Le président de la transition a toujours prôné l'inclusivité. Quelle est sa vision de cette inclusivité et quelle est votre recette en la matière? Merci infiniment. En tout cas, je félicite l'ensemble de mes compatriotes qui jusqu'à présent nous ont fait confiance. Mais je pense que le premier principe de cette inclusivité, c'est la transparence et la sincérité. Il est très important de mettre tous les sujets
les sujets les plus fâcheux sur la table. En tout cas, l'instruction que nous avons reçue de la part de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, c'est d'atteindre tous les objectifs qui nous ont été assignés dans le plan d'action gouvernemental en réunissant les fils et les filles du Mali. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas très facile, mais la tâche n'est pas non plus impossible. Je voudrais juste ici rappeler que compte tenu de cette recherche, fait qui est un principe constant, l'inclusivité et la recherche du consensus, le gouvernement a la double obligation de continuer à rassurer ceux qui ont fait confiance, en tout cas ceux qui croient et ceux qui sont convaincus par la démarche de la transition. Et nous devrons mériter cette confiance en posant des actes très concrets qui s'inscrivent justement dans la refondation du Mali. En revanche, nous savons, en tout cas c'est notre point de vue, qu'il n'y a pas d'opposant à la transition. Nous avons des compatriotes qui doutent, qui ont des interrogations. Nous avons besoin de les rassurer. Nous avons également besoin de l'accompagnement de nombreux Maliens qui sont convaincus par la marche et par les objectifs de la transition. Voici un peu notre démarche. Encore une fois, il est très important de le dire. Ne cédons pas aux demandes de la division. Quand nous sommes divisés, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables. Et quand nous sommes divisés, malheureusement, les objectifs qui nous ont été assignés seront, disons, atteints très difficilement. Il est très important d'avancer en rang serré, comme nous le conseille d'ailleurs notre devise, un peuple, un but, une foi. En tout cas, c'est l'instruction que nous avons reçue de la part du chef de l'État. Et durant cette période intérimaire, et bien avant la période d'intérim comme chef du gouvernement, c'était également la même démarche prônée par son Excellence le docteur Choguel Kokala Maïga. Donc, notre volonté est de demeurer dans le sillage tracé par le Premier ministre, le chef du gouvernement, le docteur Choguel Maïga. Alors, parlant d'objectifs, vous avez évoqué les axes du programme d'action gouvernemental. Monsieur le Premier ministre, le plus grand défi sans doute du moment est le défi sécuritaire. Depuis un certain temps, on assiste à ce qu'il est convenu d'appeler une montée en puissance des FAMA sur le terrain. Comment appréciez-vous aujourd'hui le chemin parcouru? Est-ce que la victoire sur les forces du mal se dessine? Les autorités de la transition demeurent très préoccupées par la situation sécuritaire. Avant d'en dire plus, je voudrais saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, victimes maliennes comme étrangères, victimes civiles comme militaires. Qu'Allah les accepte au paradis. Avant d'aller peut-être plus en détail dans les réponses, il est très important que nous ayons la même perception de la menace. Ce qui se passe actuellement au Mali est unique dans le monde. Vous verrez difficilement un pays dans lequel se superposent et se déroulent simultanément 4 types d'insécurité. Le terrorisme, les conflits communautaires, c'est manipulé par des groupes terroristes avec des sponsors étatiques étrangers, la criminalité transnationale organisée et des individus isolés qui appartenaient à des groupes rebelles qui sont aujourd'hui, fort heureusement, signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Voici un peu le portrait et la situation dans laquelle nous sommes. Comme je l'ai dit, il s'agit d'une situation unique et exclusive, pas facile, mais nous sommes déterminés à inverser la tendance et à sécuriser notre pays et bien entendu préserver notre intégrité territoriale. La montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité n'est pas une illusion, c'est une réalité. Malheureusement, nous entendons des commentaires négatifs et autres, mais nous sommes convaincus, et cela est vérifiable sur le terrain, qu'il y a une inversion de la tendance. Aujourd'hui, nos adversaires et nos ennemis sur le terrain doutent. La situation sécuritaire, aujourd'hui, elle n'est pas peut-être reluisante, mais il faudrait le dire, elle n'est pas non plus pire que ce qu'on avait il y a quelques années. Donc, il s'agit d'une situation qui est en amélioration constante.
En tout cas, pour les personnes qui pensent qu'il n'y a pas d'amélioration, personnellement, le gouvernement souhaite voir son verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Le renforcement des capacités opérationnelles des FAMA, nous le voyons tous les jours. Il s'agit d'un effort très substantiel de la part d'un pays comme le Mali, qui a connu des situations financières peu reluisantes également. L'amélioration des conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité également est une réalité. J'en veux pour preuve l'harmonisation des grilles salariales, la construction d'un hôpital militaire qui est en cours, et bien entendu le démarrage et la fonctionnalité aujourd'hui d'une école de guerre. Donc les recrutements se poursuivent, le renforcement des capacités également. Donc je pense que le cap est bien maintenu. La victoire finale sur nos ennemis, c'est un processus, il faudrait le dire. Le terrorisme n'est pas une menace comme les autres, c'est une menace très perfide, assez compliquée. Mais le plus important, c'est d'engager une lutte sans merci. Je pense qu'aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité, que je salue ici pour leur engagement, sont résolument engagées dans cette dynamique-là. Sécuriser les territoires avant les échéances électorales, c'est un pari tenable? Absolument. Comme vous l'avez dit, c'est une sécurisation. C'est un processus, comme je l'ai dit. Il est important d'atteindre un niveau de sécurité très appréciable qui permettrait à nos compatriotes de pouvoir voter en toute quiétude et en toute tranquillité. Mais encore une fois, comme je le dis, la lutte contre l'insécurité est une lutte qui sera longue. Et j'insiste, ce qui se passe actuellement au Mali est une situation unique et exclusive. Mais je pense que toutes les actions qui sont en cours, en tout cas nous l'espérons, produiront des effets spectaculaires. Monsieur le Premier ministre, la transition en cours a fait le pari de refonder le Mali. Un autre axe majeur du programme d'action gouvernementale, ce sont donc ces réformes politiques et institutionnelles engagées. La nouvelle loi électorale qui institue l'EJ a été votée et promulguée. La commission de rédaction de la nouvelle constitution est à pied d'œuvre. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on peut dire que le train des réformes est véritablement lancé? Je voudrais ici rappeler la vision des autorités de la transition concernant la refondation. La transition, notre transition est une transition refondatrice. On l'a toujours dit à l'issue des assises nationales de la refondation, conformément aux aspirations de notre peuple, c'est de mener des réformes politiques et institutionnelles prioritaires avant d'organiser des élections. En tout cas, ceci demeure notre cap. Conformément à cette vision, 2 chronogrammes ont été élaborés par le gouvernement de transition, un chronogramme des réformes politiques et institutionnelles, ensuite un chronogramme des élections. Le cap est bien maintenu. Je pense que depuis le mois de juin, nous pouvons l'attester. Tous les éléments préparatoires à ces réformes politiques et institutionnelles ont été, je dirais, mis en place. Je parle peut-être à titre d'exemple de la mise en place de la commission chargée de l'élaboration de la nouvelle constitution, de la mise en place du comité indépendant qui est chargé du suivi et évaluation des assises nationales, des recommandations des assises nationales de la refondation. Ceci également est un indicateur très fort des volontés de nos plus hautes autorités de veiller à l'exécution très stricte de toutes les recommandations des assises nationales de la refondation, afin que ces recommandations ne restent lettres mortes. Comme je l'ai dit, le processus est bien engagé et je pense que dans les semaines à venir, cette commission qui relève du président de la transition nous dira un peu quel est le premier draft qui sera notre nouvelle constitution. Le CNCR également a commencé ses activités. Pour les autres aspects de réforme politique et institutionnelle, il y a eu un démarrage. Vous avez mentionné l'adoption, puis la promulgation de la loi électorale par le président de la transition. Voilà autant d'indicateurs, en tout cas qui prouvent à suffisance que les réformes politiques et institutionnelles sont en marche.
Parmi les aspirations profondes, il y avait bien évidemment la mise en place de cette autorité indépendante de gestion des élections que la nouvelle loi électorale institue d'ailleurs, sauf que sa mise en place fait couler beaucoup d'encre et de salive. Est-ce que le processus il a du plomb dans l'aile aujourd'hui? Est-ce qu'il marche comme vous le souhaitez? Je pense que le processus est bien engagé. Il faudrait quand même féliciter, sans aucune démagogie, la détermination de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Vous savez, la mise en place d'un organe unique indépendant de gestion des élections a été une revendication très forte de la classe politique et des organisations de la société civile. Malheureusement, cette mise en place a été, je dirais, butée à plusieurs difficultés. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce à la volonté politique forte, elle est une réalité. Et derrière cet organe, la mise en place de cet organe, il y a une philosophie. La philosophie, c'est de mettre, disons, de veiller d'abord à la crédibilité du scrutin, à prévenir toute fraude et surtout à réduire, sinon minimiser, le rôle des pouvoirs publics ou de l'administration dans le déroulement des élections. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité. Lorsqu'on regarde la loi électorale, le rôle confié au ministère de l'administration est un rôle, je dirais, un rôle accessoire et un rôle secondaire. Aujourd'hui, le rôle du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est d'appuyer l'EGE, l'Agence indépendante de gestion des élections. Et fort heureusement, grâce à cette loi, les représentants de l'État, sous-préfet et préfet au gouverneur, ou le ministre de l'administration lui-même n'interviennent à aucun moment dans la gestion des résultats. Et je peux également vous dire qu'il n'appartient plus au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de proclamer les résultats provisoires. Donc toutes ces compétences ont été transférées à l'autorité indépendante de gestion des élections. Dans sa mise en place, suivant un chronogramme, vous savez, il y a deux types d'acteurs. Nous avons des acteurs dans le collège de l'EGE qui sont désignés par le pouvoir public. 3 par le président de la transition, 2 par le président du CNT, 1 par le Premier ministre, 1 par le président du Conseil économique et social et un autre par le président du Haut Conseil des collectivités territoriales. Et de l'autre côté, les partis politiques doivent désigner 4 et les organisations de la société civile 3. Dans ce processus de désignation, nous avons échangé en collaboration avec le ministère de la refondation, chargé des relations avec les institutions, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, avec la classe politique et les organisations de la société civile durant plusieurs heures. Comme je l'ai dit, le constat que nous avons dégagé à l'issue de ces concertations, c'était l'absence de consensus. L'absence de consensus, il appartenait pour gérer et le chronogramme et surtout veiller à la crédibilité de l'administration, de prendre nos responsabilités. Je voudrais ici rappeler que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation assure la tutelle sur les partis politiques et sur les organisations de la société civile. Compte tenu de cette tutelle, le gouvernement avait l'opportunité d'agir par voie réglementaire et de choisir à leur place les représentants des partis politiques et les représentants des organisations de la société civile. Encore une fois, la démarche d'inclusivité, la recherche du consensus et surtout le respect de l'impartialité et de la neutralité de l'administration nous ont poussé à faire une proposition à nos plus hautes autorités, proposition qui a été validée, c'était de confier le processus de désignation des représentants des organisations de la société civile et des partis politiques à un huissier commissaire pour veiller à la transparence. Bien entendu, par le tirage au sort. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Je voudrais ici rassurer nos compatriotes. D'abord que les personnes qui ont été tirées au sort sont des Maliens. C'est le plus important. C'est des Maliens comme nous tous. Et c'est également des représentants de partis politiques et des représentants d'organisations de la société civile. Nous ne devons pas, évidemment, tirer les gens au sort, disons, de manière irrationnelle. Il y avait certains critères qu'il fallait satisfaire, notamment un niveau intellectuel minimum, et le baccalauréat, bien entendu, d'autres expériences professionnelles
attestés par leur curriculum vitae et par des attestations. Voilà un peu comment s'est déroulé le processus. Encore une fois, je voudrais vraiment rassurer la classe politique ou ceux qui ont des doutes par rapport à la fonctionnalité de l'EJ. Comme je l'ai dit, on avait deux impératifs. L'impératif du temps, pour reprendre une expression de l'honorable président du Conseil national de transition, le temps demeure malheureusement notre principal ennemi. Nous n'avons pas de temps, donc on ne peut pas se donner le luxe d'être empêtré, disons, dans un processus de désignation infini. À un moment donné, il fallait trancher pour avancer. Parce qu'au final, le gouvernement restera redevable de la mise en œuvre et surtout du chronogramme et surtout justifier un peu toutes ces pertes de temps. Également, leur rassurer que la mise en place de l'EJ ou la fonctionnalité de l'EJ ne constitue pas en tant que tel le scrutin proprement dit. Il s'agit d'un organe qui est là pour veiller à la crédibilité et à la bonne organisation des élections. Donc vraiment, je tiens à les rassurer par rapport à cet aspect. C'est une œuvre humaine, tout n'est pas parfait, mais je pense que nous avons choisi la plus bonne solution pour notre pays, qui prendrait en compte à la fois les impératifs légaux et surtout prendre également en compte les nécessités de cohésion, de consensus, et surtout de maintien de l'ordre public. Alors, la finalité de l'ensemble du processus, c'est bien évidemment ce retour à l'ordre constitutionnel après un certain nombre de scrutins, dont la présidentielle, prévue donc en février 2024. Où en êtes-vous avec la préparation de ces différentes échéances et le chronogramme de la transition globalement? Merci. Nous sommes bien avancés. Nous travaillons peut-être à l'abri de caméras et de beaucoup de publicité. Je voudrais ici rappeler qu'à la demande des autorités de la transition, un comité conjoint de suivi du chronogramme a été mis en place. Ce n'est pas une imposition, ça vient de nous-mêmes. Nous l'avons proposé par souci de transparence et de rigueur. Et dans cet organe conjoint, il y a bien entendu les 4 ministères, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la refondation chargé des relations avec les institutions, le ministère des Affaires étrangères et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Et de l'autre côté, nous avons le comité local de suivi, la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la mission de l'Union africaine au Mali, MISRAEL, et la MINUSMA. Donc régulièrement, à un niveau technique et au niveau ministériel, nous nous rencontrons pour faire un peu le point sur le suivi du chronogramme. Voilà un peu, en tout cas, une preuve de transparence et une preuve supplémentaire de notre volonté à tenir le chronogramme et surtout à aller vers des élections qui consacreraient le retour à un ordre constitutionnel. Très bientôt, les comités de pilotage regroupant différents départements ministériels commenceront leurs travaux dans le cadre de la préparation technique et matérielle des élections. Parlons donc, Monsieur le Premier ministre, de coopération sous-régionale et internationale. Vous êtes désormais considéré comme la voix de la rupture avec la France. Barkhane a finalement achevé son retrait, mais le Mali a introduit une plainte donc, contre les agissements de la France à l'ONU. Avez-vous eu la suite que vous attendiez par rapport à cette démarche? Merci infiniment. Je trouve quand même un peu, disons, dommage que les autorités de la transition soient perçues comme des autorités de rupture. Le Mali n'a aucune intention, aucune volonté de croiser le fer avec quiconque que ce soit. Historiquement et culturellement, nous avons toujours échangé avec le monde. Nous n'avons jamais voulu vivre en autarcie. Ceci dit, comme je l'ai dit, nous sommes dans une transition refondatrice. Et le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a dégagé 3 principes qui guident l'action publique au Mali. Le premier principe, c'est le respect de la souveraineté nationale. Le deuxième principe, c'est le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires opérés par le Mali. Et le troisième principe, c'est la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions qui seront prises. Contrairement à cette perception, je voudrais dire que loin de nous toute volonté de nous autoflageller, mais lorsque vous regardez les différentes recommandations des Assises nationales de la refondation, 99% des recommandations concernent d'abord et avant tout nous-mêmes, les Maliens. Donc il y a une volonté d'améliorer la gouvernance, une volonté d'imposer beaucoup plus de rigueur
Donc nous n'avons, encore une fois, je le dis, nous n'avons aucune volonté de rupture. Mais ceci dit, ce que nous disons à nos partenaires, c'est un principe élémentaire de morale, disons, dans la vie, c'est de ne pas essayer de nous imposer ce qu'eux-mêmes ne souhaiteraient pas qu'on leur impose. C'est très important de le dire. Ceci dit, mais encore une fois, nous le disons, et on l'a dit dans tous nos communiqués, nous sommes ouverts à tous les partenaires, à condition que ces partenaires respectent ces 3 principes, comme je l'ai dit, qui guident l'action publique au Mali. Je prends les différentes organisations que vous venez de mentionner. Le Mali était un pays membre fondateur de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Mais malheureusement, le Mali a été injustement victime de cette organisation. Ça fait 10 ans que nous faisons face à une forme très complexe d'insécurité. Moi, j'aurais bien voulu que la CEDEAO, en tout cas, nous apporte une aide substantielle, une aide conséquente et tangible sur le plan opérationnel pour faire face à cette insécurité. Au lieu de cela, nous avons été surpris par des sanctions inédites, illégales et illégitimes et inhumaines prises à l'encontre du Mali pour la simple raison que nous avons décidé de mener une transition refondatrice conformément aux aspirations de notre peuple. Mais je voudrais ici vous faire une confidence. Il a fallu beaucoup de sagesse de la part de nos plus hautes autorités pour ne pas rompre avec la CEDEAO. Et nous avons perçu le piège qui était tendu. C'était de la part de certains acteurs d'utiliser la frustration du Mali pour nous pousser nous-mêmes à fragiliser ces institutions et ces communautés économiques régionales comme la CEDEAO. Je crois que nos plus hautes autorités ont bien perçu le piège et surtout se sont remémorés du lourd héritage du Mali. Le Mali est héritier de grands acteurs, de grandes figures du panafricanisme. Et pour cette raison, je pense que nous avons décidé d'agir autrement avec la CEDEAO. Pour revenir à cette question que je vous ai posée par rapport à la France, la plainte devant l'Organisation des Nations Unies, quelle suite est-ce que vous avez reçue? Est-ce que vous êtes satisfait du traitement réservé à ce dossier? Merci. Pour parler de la France, je voudrais ici rappeler, nous avons toujours dit aux autorités françaises. D'abord, ici au Mali, nous faisons très clairement la différence entre les autorités françaises actuelles en place et le peuple français que nous respectons énormément. En tout cas, ces autorités se sont rendues coupables de beaucoup de choses. Les violations intempestives de notre espace aérien. Je ne pense pas qu'il y ait un seul aéronef malien qui a une fois violé l'espace aérien de la France. On ne peut même pas l'imaginer. Autrement, on sait que la réaction aurait été autre. Ensuite, il faudrait rappeler le contexte. C'est la France, pour reprendre l'expression du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui a décidé de nous abandonner en plein vol, en mettant fin à cette coopération de défense qui nous liait sans avertissement, sans plan et sans nous prévenir. Suite à ce départ, nous avons été désagréablement surpris par des violations intempestives des aéronefs français qui violaient régulièrement notre espace aérien. Mais en plus de cela, et on le dit vraiment sans aucune démagogie, sans aucune manipulation, ces autorités se sont également rendues coupables de fournir des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Ce qui est inimaginable de la part d'un pays qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc il y a un droit de veto. Nous avons introduit une plainte avec des preuves à l'appui. En tout cas, tous les cas de violation ont été présentés, bien documentés. Et nous avons bien entendu d'autres preuves qui seront présentées, quand nous l'espérons, à la suite de cette session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies, que nous appelons de tous nos vœux. Il est très important que la communauté internationale et que le monde découvrent comment un État membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, Conseil de sécurité qui assure la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, se comporte. Il faudrait le dire, ce n'est pas des choses acceptables. Je pense que si nous tenons à assurer la pérennité du mécanisme de sécurité collective, il est très important qu'on nous donne l'occasion, d'ailleurs nous ne demandons que cela, l'occasion de présenter des preuves que nous avons et qui incriminent la France. Et vous espérez que cette réunion du Conseil de sécurité, elle aura lieu?
Absolument, nous l'espérons. En tout cas, nous ferons tout pour qu'elle ait lieu. Nous sommes étant membres des Nations Unies et c'est un droit. Alors, Monsieur le Premier ministre, ces derniers jours s'est tenue à Lomé la réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition malienne. Votre ministre des Affaires étrangères, si je ne m'abuse, parlait de normalisation avec les partenaires. Vous parliez tout à l'heure de la CEDEAO. Est-ce que désormais le Mali marche avec ses partenaires de la sous-région main dans la main? Je voudrais aussi rappeler que nous n'avons jamais été en rupture, disons, de dialogue ou de belligérance ou d'adversité ou d'affrontement avec la CEDEAO. Même pendant les pires moments de notre histoire, et durant ces sanctions inhumaines, inédites, illégales et illégitimes, il y avait toujours ce dialogue qui a été maintenu avec la CEDEAO. Mais comme on dit, il est très important. On l'a rappelé, je pense que durant cette réunion de Lomé, le ministre des Affaires étrangères a également rappelé d'abord ces 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali, principes formulés par le président de la transition. Nous sommes très jaloux du respect de notre souveraineté, et également du respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires. On ne va pas accepter qu'un autre État vienne nous dire avec qui il faudrait commercer ou pas traiter. Nous sommes ouverts à tout le monde. Nous ne sommes pas, disons, embrigadés dans des guerres idéologiques qui nous sont étrangères. Nous avons nos propres problèmes. Et le 3e principe, comme je le dis, c'est la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions qui seront prises. Et subséquemment à ces 3 principes, nous n'accepterons plus dorénavant de conditionnalité. Donner de l'aide et imposer d'autres aspects en matière de gouvernance qui portent atteinte à ces 3 principes. Je pense que durant cette réunion de Lomé, le ministre des Affaires étrangères l'a éloquemment rappelé. Encore une fois, je le dis, nous n'avons aucune volonté de vivre en autarcie. Le Mali a 7 voisins. Déjà, sur le plan géographique, on ne peut pas vivre en autarcie. Je pense que de par notre histoire, nous avons toujours échangé avec le monde. Et encore une fois, je le répète, nous n'avons aucune volonté de croiser le fer avec quiconque que ce soit, certainement pas avec nos voisins de la CEDEAO. Le Mali est un État membre fondateur de cette CEDEAO. Mais il est important, comme je l'ai dit, dans les années à venir, que la CEDEAO elle-même fasse sa mue. Il est très désagréable qu'une organisation qui a été mise en place pour des questions d'intégration, pour rehausser le niveau de vie de nos populations, malheureusement, se fasse instrumentaliser par des puissances extérieures. La réunion de Lomé s'est achevée visiblement sur une note de satisfaction. Quels sont les enseignements que vous pouvez en tirer par rapport à l'engagement de la communauté internationale en faveur du Mali? Merci. Je pense que les résultats de cette réunion de Lomé sont autant d'indicateurs, contrairement à ce que certains partenaires disaient, et que le Mali est très sincèrement, en toute franchise, engagé dans le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que durant cette réunion de Lomé, en tout cas, les gages et toutes les garanties ont été données à nos différents partenaires. Les progrès qui ont été accomplis, les acquis dans le cadre de la refondation ont été présentés par les ministres qui étaient présents, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la refondation, le ministre de l'économie et des finances, Madame le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles et le ministre de la réconciliation nationale. Parlons toujours de Lomé, Monsieur le Premier ministre. Lomé, d'où se mène aussi la médiation sur le sort des 49 soldats ivoiriens interpellés chez nous ici au Mali. 49 au départ, désormais 46. Des voix se sont élevées, vous les avez sans doute entendues, pour demander un compromis, pour éviter de mettre en péril les relations entre les 2 pays. Sommes-nous proches aujourd'hui d'un dénouement sur cette question? Merci infiniment. C'est avec beaucoup de précautions que je parlerai de ce dossier. Rappelons-le qu'il est un dossier judiciaire. Je ne parlerai pas du volet judiciaire. Et nous respectons l'indépendance de la justice. Mais je voudrais juste dire, disons, les aspects de cette crise avant l'ouverture de l'enquête. Vous savez, quand le gouvernement a communiqué, malheureusement, une grande partie de notre opinion ne nous croyait pas. C'est une réalité. Mais je voudrais dire que dans cette volonté d'améliorer la gouvernance, le gouvernement de la transition ne ment pas. Vous savez, quand nous faisons des communiqués, c'est avec beaucoup de certitude, beaucoup d'engagement et beaucoup de vérification. Et concernant ce dossier, qui est regrettable, je pense que le communiqué des autorités ivoiriennes, quelque part, nous conforte dans notre position.
Encore une fois, je le dis, quand vous regardez, vous passez en revue les recommandations des Assises nationales de la refondation, 90% des recommandations concernent le Mali et les Maliens d'abord, et que nous avons décidé d'imposer beaucoup plus de rigueur sur nous-mêmes. Et forcément, pour certains partenaires, ils sont, disons, obligés, en tout cas nous le demandons très respectueusement, de respecter les principes qui guident l'action publique dorénavant. Il est inacceptable que 49 militaires débarquent dans un pays sans autorisation, sans avertissement, avec des armes, et qu'on trouve cela normal. Je pense que, quelque part, la réaction de la MINUSMA et des Nations Unies nous réconforte dans notre position. Voilà un peu ce que je pouvais dire concernant ce dossier, encore une fois, je le rappelle, qui est un dossier judiciaire. Mais si vous le permettez, il y a une médiation qui est en cours. Est-ce que la suite, elle va être exclusivement judiciaire, politico-judiciaire ou politique? Il y a une médiation qui est en cours. Il y a certains aspects de la médiation que je n'évoquerai pas ici. Mais je voudrais dire d'abord la nature hautement judiciaire du dossier. Concernant la Côte d'Ivoire, qui est un pays frère, qui est un pays ami, avec lequel nous n'avons aucune volonté de croiser le fer, je pense que restons toujours sur le plan judiciaire. Vous vous souviendrez que la justice malienne a émis des mandats d'arrêt internationaux contre certains de nos compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire. Et nous avons également été surpris de voir que certains de nos compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, malheureusement, utilisent la Côte d'Ivoire comme, je ne vais pas parler de base arrière, mais en tout cas comme terrain, en vue d'attaquer ou de perturber la transition, ce qui est regrettable. Encore une fois, je le dis, je ne sais pas quelles seront exactement disons, toutes les dimensions de la médiation. Encore une fois, je le répète et j'insiste, il s'agit d'un dossier éminemment judiciaire. Terminons, Monsieur le Premier ministre, par le coût de la vie, des carburants aux denrées. Les prix n'ont cessé de flamber ces derniers mois, pas seulement chez nous au Mali d'ailleurs, affectant le pouvoir d'achat des populations. Le gouvernement a pris bien évidemment un certain nombre de mesures, mais les mesures prises ont-elles produit les effets, les fruits que vous attendiez? Vous savez, pour cette question, il faudrait rappeler le contexte national et international. Nous venons, en tout cas, d'une crise de plus de 10 ans de crise. En tout cas, nous nous battons tous les jours pour en ressortir. Au cours de cette crise, nous avons été frappés de plein fouet, pas seulement nous, mais le monde entier, par la crise sanitaire de la Covid-19. Avant même la fin de la crise de la Covid-19, il y a eu, disons, cette situation de tension entre la Russie et l'Ukraine. Forcément, vous savez, tous ces éléments ont une influence négative sur les prix. Mais les autorités de la transition ont fait beaucoup de sacrifices, ont renoncé à une part importante d'impôts, de fiscalité, en accordant beaucoup de subventions, afin que nos marchés soient bien approvisionnés. Ceci dit, ce n'est pas facile, mais encore une fois, les efforts sont en cours pour que nos compatriotes puissent avoir accès à ces produits de première nécessité à un prix abordable. Mais ce que nous déplorons, c'est une augmentation anarchique, une augmentation illégale du prix de certains produits de première nécessité. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, mène des sorties sur le terrain afin que les opérateurs économiques, en tout cas les commerçants détaillants, veillent à respecter les prix plafonds qui ont été arrêtés d'un commun accord avec le gouvernement et les différents opérateurs économiques. En tout cas, ces efforts également se poursuivront, mais je profite de cette occasion pour rappeler nos compatriotes opérateurs économiques à une mobilisation générale et surtout à veiller à se faire beaucoup plus de rigueur afin de maintenir les prix, disons, à un niveau normal. Et surtout, inviter, disons, les uns et les autres à éviter de faire de la rétention de produits, malheureusement, qui entraînerait une augmentation du prix, par exemple, d'un seul produit, mais avec un effet d'entraînement, peut-être une augmentation anormale et anarchique du niveau de vie. Les dispositions, elles sont prises aujourd'hui pour que les efforts que vous avez consentis au niveau gouvernement se ressentent vraiment sur le panier de la ménagère.
Absolument. Comme je l'ai dit, toutes les vérifications et les contrôles effectués par le ministère de l'Industrie et du Commerce, dont le bras armé opérationnel, la Direction générale du commerce et de la concurrence, qui sont appuyés par les éléments de force de défense et de sécurité, afin de s'assurer que les prix affichés par les opérateurs économiques soient les prix auxquels ces opérateurs et ces commerçants détaillants cèdent les différents produits à nos compatriotes. Évidemment, il y a d'autres dispositions qui sont en cours pour acheminer les produits de première nécessité qui sont stockés au niveau de plusieurs ports. Nous sommes donc au terme de cet entretien, mais avant de le boucler définitivement, on va vous demander quel message vous avez peut-être à l'endroit des Maliens qui ne sont bien évidemment pas indifférents à la marche de la transition et peut-être à l'endroit aussi de nos partenaires. Le message que je voudrais rassurer nos compatriotes que le gouvernement de la transition n'a pas pour vocation de faire, disons, de chercher les responsables ou les coupables de ces 30 ans de dysfonctionnement de la démocratie. Nous faisons un constat qui est très objectif. 30 ans de démocratie, tout n'est pas négatif. Et nous en sommes très conscients et nous nous en félicitons. Mais au moment du bilan, force est de constater, je pense que ce constat sera partagé unanimement, il y a beaucoup plus de dysfonctionnement que de bonnes actions. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une crise. Et je ne parle pas des individus qui ont des dossiers judiciaires, ceci relève de la justice, et bien entendu, ces individus répondront de leurs actes devant les justices et devant notre justice. Mais il est très important de préciser que nous n'avons pas vocation à jeter l'opprobre sur les personnes qui ont apporté à ce pays, en tout cas, tout ce qu'ils pouvaient. Je crois que ceci appartient aux historiens de faire un peu le bilan des dysfonctionnements de la démocratie. Nous, notre volonté, c'est de sortir du guêpier dans lequel nous sommes. Il est très important de préciser que personne ne s'en sortira seul. Ce qui explique la volonté d'inclusivité recherchée, en tout cas qui nous a été imposée par le président de la transition. Nous nous attellerons à aller toujours vers cette inclusivité. Encore une fois, comme je l'ai dit, notre volonté n'est pas de vaincre, mais de convaincre les sceptiques et ceux qui ont des doutes. Et pour cela, nos portes sont grandement ouvertes, pas seulement mes portes, mais également les portes de tous les membres du gouvernement pour expliquer. Chaque action, il y a une explication. Peut-être que les uns et les autres peuvent critiquer, forcément, peut-être qu'ils n'ont pas tous les éléments en main, mais nous sommes disposés à expliquer. En tout cas, nous ne nous lasserons jamais d'expliquer par la pédagogie, dans la courtoisie la plus totale à nos compatriotes qui sont sceptiques. Et pour cela, nous demandons également à nos compatriotes qui sont convaincus par la marche de la transition de nous aider à convaincre les plus sceptiques et ceux qui ont des doutes. Il ne peut pas y avoir d'opposants à une transition. Quand vous regardez ces recommandations magnifiques des Assises nationales de la refondation, ce sont des recommandations qui vont dans le sens de l'intérêt général et bien entendu de notre bien commun. Concernant nos partenaires, encore une fois, comme je l'ai dit, nous n'avons aucune volonté de croiser le fer avec quiconque que ce soit, mais nos partenaires doivent comprendre que le principe moral élémentaire qui guide nos rapports demeure le principe de l'empathie. On ne peut pas accepter qu'ils nous imposent des choses qu'ils refuseraient eux-mêmes, disons, d'appliquer à leur population. Et encore une fois, je le réitère, les trois principes définis par le président de la transition, à savoir notre souveraineté qui doit être respectée, et nos choix stratégiques et de partenaires, et bien entendu la prise en compte des intérêts du peuple malien, doivent fondamentalement et scrupuleusement être respectés. Mais encore une fois, nous sommes ouverts, le Mali est un peuple ouvert, qui est un peuple très hospitalier. Nous n'avons aucune volonté de vivre en autarcie, en particulier dans un siècle, dans un monde mondialisé, dans lequel l'espace et le temps ont tendance à se confondre. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, c'était là un entretien spécial avec le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTM.